On commence aujourd'hui avec un match de football qui, sur le papier, n'avait l'air de rien. Un match amical, Algérie contre Guinée équatoriale. C'est ça. Score final, 3-0. Une victoire nette, sans bavure. On pourrait se dire, bon, ok, match de préparation réussi, et puis on passe à autre chose. Voilà, on range ça dans la case et c'est fini. Mais en fait, non, Pas du tout. pas du tout. En se plongeant dans les sources qu'on a, on s'est rendu compte que ce match était tout sauf anodin. Et c'est ça qui est fascinant. C'est pas juste l'histoire d'un match, c'est l'histoire d'une démonstration de force qui a servi de détonateur à une bombe médiatique, une bombe politique, quelques jours plus tard. Donc pour préparer notre analyse, on a d'un côté le décryptage du match en lui-même. Oui, une analyse très détaillée. Mais on a aussi, et c'est vraiment là que tout bascule, le décryptage d'une conférence de presse. Celle de Sébastien Desabre, le sélectionneur de la RD Congo. Exactement. Et c'est là qu'on sort du sportif. Du coup, notre mission, elle est un peu double, si on veut. D'abord, comprendre ce qui s'est vraiment passé sur le terrain, ce que cette victoire a révélé. Et ensuite, connecter les points. Voir comment cette performance, comment elle est devenue une arme dans une partie d'échecs qui dépasse de très très loin le cadre du sport. C'est un peu ça l'idée, oui. On va voir que le foot en Afrique, ce n'est jamais que du foot. C'est souvent le prolongement sur le gazon de rivalités diplomatiques très très profondes. Et là, on a un cas d'école parfait. Alors allons-y, plongeons sur le terrain. Le contexte est important. On est sur un des premiers tests pour le nouveau sélectionneur, Vladimir Petkovic. Oui, il arrive après un gros échec à la CAN, il doit reconstruire. Et pour ce match, il met en place une équipe très remaniée. C'est presque une équipe bis. Le score de 3-0, c'est bien, mais les sources insistent, l'essentiel est ailleurs. C'était un vrai laboratoire. Un laboratoire dont les résultats ont dépassé toutes les attentes. La première mi-temps surtout est décrite dans nos documents comme une explosion offensive. Explosion offensive, carrément. Oui, un spectacle de rupture. L'équipe n'a pas seulement gagné, elle a joué avec une liberté, une insouciance qu'on n'avait pas vue depuis un moment. Et au cœur de tout ça, deux noms ressortent. Hadji Moussa et Maza. Exactement. Alors parlons d'Hadji Moussa. Il joue sur l'aile droite, le poste historique de Riyad Mahrez, et la comparaison, elle est éclairante. Ah oui. Ce qu'on a vu, c'est pas un clone de Mahrez, c'est un changement total de philosophie. Mahrez, c'est le contrôle, la gestion. Hadj Moussa, c'est le chaos. Enfin, un chaos créatif. C'est un point essentiel. Une des analyses parle de passage d'un jeu de contrôle à un jeu de rupture. C'est exactement ça. Mahrez, il va calmer le jeu, chercher la passe. Hadj Moussa, lui, dès qu'il a le ballon, son but c'est de provoquer, de dribbler, de briser la ligne. Il est imprévisible. Totalement. Et contre une défense regroupée, c'est une arme de destruction massive. Et puis, il n'a pas fait que du spectacle. Il a été décisif. Les sources rappellent que c'est lui qui amène le corner sur le but de Belayed. Et il délivre une passe millimétrée sur un autre but. Voilà. Du coup, ça clôture un débat avant même qu'il ait pu commencer. La question, c'est plus Hadj Moussa ou Mahrez. Non, la question, elle est devenue de quelle arme l'équipe a besoin et à quel moment. Contre une équipe qui met le bus, la percussion d'Hadji Moussa est peut-être plus utile que la gestion de Mahrez. C'est un vrai problème de riche. C'est un luxe incroyable pour un sélectionneur. D'accord. Donc, sur l'aile, ça explose. Mais au milieu, il s'est passé autre chose. On a ce joueur très jeune, Maza, qui a joué comme un vétéran. Les observateurs parlent d'un sang-froid, déconcertant. C'est presque anormal à son âge, oui. On sent la formation allemande, le Bayer Leverkusen. C'est une école où on apprend à décider vite et bien sous pression. Il n'est pas juste bon, il est tactiquement intelligent. Et il y a cette action qui a marqué tout le monde. Ah, la fameuse passe pour Shaibi. Oui, c'était quelque chose, une passe qui traverse toute la défense dans un timing parfait. L'analyse dit même que c'est une passe impossible pour beaucoup d'autres joueurs. C'est ça. C'est la signature des très grands. Voir et exécuter ce que les autres ne voient même pas. Et pour beaucoup d'analystes, Maza, ce n'est plus un espoir, c'est une certitude. Une certitude. Le mot est fort. Oui, la future pierre angulaire du milieu de terrain pour les 10 ans à venir. C'est pas un peu prématuré. Après un seul match amical. Ça met une pression énorme sur un si jeune joueur. C'est un risque, bien sûr. L'emballement médiatique, c'est toujours un danger. Mais ce qui semble convaincre, c'est moins sa technique que sa maturité tactique. Il a donné l'impression de diriger le jeu. Et il n'était pas seul. Non, il y a aussi Imad Abdelli qui a crevé l'écran. Ah oui,
Son cas est intéressant. Il y avait des doutes sur son niveau international. Et là, la réponse a été claire. Il incarne le milieu moderne, ce fameux box-to-box, et ce qui est bluffant chez lui, c'est ce mélange. Il a un physique pour récupérer le ballon proprement, sans faire de faute. Et une fois qu'il a le ballon, Il a la vision d'un meneur de jeu. Sa première passe, c'est presque toujours vers l'avant, pour casser une ligne. C'est une vraie rampe de lancement. et quand on additionne tous ces talents, Maza, Abdelli, sans oublier les Ben Nasser, Boudaoui, Chaibi, on arrive à ce que les sources décrivent comme la vraie force de ce groupe. La profondeur devant. Une profondeur inédite. C'est du jamais vu pour la sélection algérienne. Avoir 5 joueurs de ce niveau pour 2 ou 3 postes au milieu, ça change tout. Ça crée une concurrence féroce, mais saine. Plus personne n'est intouchable. Le message est clair. Si tu baisses de niveau, il y a quelqu'un derrière qui attend. C'est la meilleure chose pour garder tout le monde au top. Tout ça, c'est en première mi-temps. Mais après la pause, le rythme a clairement baissé, l'équipe a semblé moins concernée, et d'ailleurs, elle encaisse un but. Oui, Alors, la question qu'on retrouve partout, c'est suffisance, simple relâchement. c'est la lecture la plus évidente et il y a sûrement une part de ça. Mener 3-0, inconsciemment, tu lèves le pied. Mais une autre interprétation est avancée, plus stratégique. Laquelle? Celle d'une baisse de régime, calculée par le coach Petkovic. Attends, une baisse de régime calculée. Ça me parlait un peu tiré par les cheveux, non? Les sources sont vraiment convaincues. Elles sont nuancées, mais l'argument tient la route. Pour un coach comme Petkovic, à 3-0, le match est plié. L'objectif est atteint. La deuxième mi-temps devient alors autre chose. Quoi d'autre? Une séance de travail en conditions réelles. L'objectif, ce n'est plus le score. C'est de cocher des cases. Ah d'accord. Faire entrer le jeune Dorval, tester Atalandi, voir la réaction du groupe. Chaque changement a un but précis pour le futur. C'est une gestion très froide, très stratégique. Vu comme ça, c'est plus clair. On sacrifie un peu le spectacle pour récolter de l'info. Donc, si on conclut sur le sportif, on a de la confiance, de nouveaux talents, un nouvel état d'esprit. Mais la vraie question reste, est-ce que ça peut tenir contre un adversaire plus fort, dans un match en jeu? C'est tout le sujet. On a vu une promesse. Maintenant, il faut la transformer en certitude. Et c'est justement cette promesse, cette démonstration de force, qui va servir de carburant à la bombe médiatique qui arrive. Et là, on quitte le terrain, on se retrouve en salle de presse, face à Sébastien Desabre. Le décor change complètement. Le sélectionneur français de la RD Congo prend la parole et, au lieu de parler de son équipe, il va se lancer dans un monologue sur le tirage au sort. Et c'est une masterclass, une manœuvre de communication d'une rare intelligence. Explique-nous ça. Sa stratégie, elle est en plusieurs étapes. La première, l'éloge. Avant de critiquer quoi que ce soit, il dresse un portrait terrifiant de l'Algérie, son futur adversaire. Il utilise un vocabulaire militaire. Militaire. Oui. Il parle de prestations de feu et il va jusqu'à dire que l'équipe a semé la terreur. Semer la terreur pour un match amical. Le mot est fort, c'est intentionnel. Totalement. Il veut frapper les esprits. Et il ajoute le détail qui tue, le détail crucial. Lequel? Il souligne que l'Algérie a fait ça avec son équipe bis. En laissant ses cadres sur le banc, le message est d'une puissance redoutable. Ce n'est plus une victoire, c'est une démonstration de soft power. C'est incroyable en fait. Il passe les premières minutes de sa conférence à tresser des lauriers à son futur adversaire. C'est contre-intuitif. On pourrait le croire. Mais en fait, il assoit une idée hyperrogue. L'Algérie est une superpuissance quasi imbattable. Pour pouvoir ensuite passer à l'étape suivante, Exactement. Une fois que tout le monde est convaincu de ça, il passe à l'étape 2, l'attaque frontale. Et là, il vise la CAF, la Confédération africaine de football. Il qualifie le tirage au sort, et je cite, d'incompréhensible sur le plan sportif. incompréhensible. Pas injuste, pas déséquilibré, incompréhensible. Le choix des mots est chirurgical. Ça sous-entend qu'il faut chercher une autre logique. Une logique non sportive. Et pour le prouver, il sort son argument massu, une comparaison factuelle, clinique et dévastatrice. C'est le cœur de sa démonstration. D'un côté, le Maroc, le grand rival régional de l'Algérie. Le Maroc, dit-il, affronte la Tanzanie, le maillon faible. Un parcours qu'il qualifie de boulevard. Un boulevard ok. De l'autre côté, l'Algérie, la machine de guerre qu'il vient de décrire, première de son groupe. Et de qui hérite-t-elle? De sa propre équipe, la RD Congo. Un des meilleurs deuxièmes. Un choc. Le paradoxe est total. Il dit en gros, le meilleur premier a l'un des pires tirages et son rival a un chemin tout tracé. C'est une accusation à peine voilée de... De sabotage institutionnel.
Il suggère que les dés ont été pipés. Et cette accusation, elle ne sort pas de nulle part. Elle résonne et très fort dans le contexte de ce que certains appellent la guerre froide du Maghreb. C'est exactement ça. Il faut se souvenir que la CAF est devenue un terrain d'affrontement direct entre l'Algérie et le Maroc depuis la rupture de leurs relations diplomatiques en 2021. Donc ce n'est plus juste une affaire de tirage au sort. Chaque vote, chaque décision d'arbitrage est perçue comme une victoire ou une défaite pour l'un des deux camps. Le football devient le prolongement de la diplomatie par d'autres moyens. Et dans ce climat de suspicion, la déclaration de Desabre s'est jetée de l'huile sur le feu. La CAF n'est plus vue comme un arbitre neutre, mais comme un champ de bataille. Mais justement, quelles sont ses motivations? Ce n'est pas juste une plainte, il y a une stratégie. On peut lire ça à 3 niveaux. Le premier, c'est le compétiteur. Il se sent sincèrement lésé, son équipe fait un super parcours et en récompense, elle affronte l'épouvantail. C'est une frustration légitime. D'accord, ça c'est la surface. Mais il y a autre chose. Bien sûr. Le deuxième niveau, c'est la manœuvre psychologique. C'est très habile. Il met une pression colossale sur l'arbitrage du prochain match. Comment l'arbitre va se comporter, sachant que tout le monde a entendu que le tirage était suspect? Chaque coup de sifflet sera scruté. Voilà. Et en plus, il place son équipe dans la posture de l'outsider qui se bat contre un adversaire, mais aussi contre un système hostile. C'est un levier de motivation incroyable. Le fameux nous contre le reste du monde. Classique, mais efficace. Et le troisième niveau? Le troisième niveau, c'est l'assurance préventive. Il prépare déjà le narratif en cas de défaite. Une communication de crise avant la crise. C'est exactement ça. Si son équipe perd, la cause est toute trouvée. Ce ne sera pas juste parce que l'Algérie était plus forte. Ce sera aussi à cause de ce tirage injuste. Il protège ses joueurs et se défausse d'une partie de la responsabilité. Le coupable est déjà désigné, et ce n'est pas lui. C'est brillant en fait. Un seul monologue qui est à la fois une cartographie des enjeux, une manipulation médiatique et une stratégie de motivation. Absolument. La sortie de Sabre, c'est un cas d'école Porcet. Ça montre comment des institutions sportives, qui se veulent apolitiques, sont en réalité des arènes où les rivalités entre États se poursuivent. La simple suspicion de partialité devient un fait politique en soi. Ça polarise les opinions et ça transforme chaque match en référendum. Un test de loyauté. On est parti d'un simple 3-0 dans un match amical pour arriver au cœur des tensions géopolitiques du continent. Ce qui nous amène à une dernière pensée pour la suite. Dans cette arène où la méfiance est reine, où les règles semblent écrites pour favoriser les puissants, qui est le véritable arbitre? Est-ce l'institution officielle avec ses règles et ses communiqués, ou est-ce l'opinion publique, cette force que chaque camp cherche désespérément à convaincre et à manipuler?